les tarifs de Trump, la hausse des prix du pétrole et l'explosion des déficits gouvernementaux, tout le monde parle de l'inflation en 2025. Je pense que l'inflation revient. Je ne pense pas que l'inflation soit terminée. Je vais révéler ma prédiction sur ce qui va arriver au prix à la consommation dans l'année à venir. Et je vais vous dire comment mon opinion a changé au cours des dernières semaines. Je vais vous expliquer cela en 3 étapes rapides. Étape numéro 1. Passons en revue l'offre monétaire. Voici un graphique qui remonte jusqu'en 1985 jusqu'à aujourd'hui. À gauche, nous passons de 0 trillion à un incroyable 24 trillions. C'est exact, mesdames et messieurs. Voici l'offre monétaire M2 aux États-Unis. Donc, en termes simples, c'est juste un total approximatif de toutes les unités monétaires que les entités non bancaires possèdent et qui sont disponibles pour aller là-bas et chasser des biens et des services. Donc, vous pouvez voir pourquoi c'est un élément important de ce qui fait fluctuer les prix. Donc, en revenant à 1985, l'offre monétaire M2 aux États-Unis était un chiffre modeste, 2-3 trillions, un petit chiffre. Et ensuite, vous connaissez tous l'histoire à partir de là, comme un M2 d'enfant. Et ensuite, vous connaissez tous l'histoire à partir de là. Nous montons et obtenons cette courbe exponentielle. Et ça se stabilise lors de la crise financière mondiale à cause d'une création monétaire beaucoup moins importante parce que les banques ne prêtaient pas les unités monétaires en circulation car elles étaient averses au risque pour des raisons évidentes. Mais ensuite, l'offre monétaire augmente et là, nous sommes confrontés à la maladie des enquêtes. Vous savez, ça devient parabolique, littéralement au point où nous arrivons à peu près en 2022, où nous sommes juste un peu moins de 23 trillions de dollars. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années où nous voyons en fait ce chiffre diminuer, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis les années 1930. Alors, comment cela s'intègre-t-il dans ma prédiction? Il n'y a pas de certain, seulement des probabilités. Mais pour répondre à cette question, nous devons aller voir le préféré de tout le monde, Moody, le millénaire avec ses cheveux bleus. Parce que quoi que vous fassiez, ne touchez pas au pronom préféré de Moody. Mais Moody a un problème supplémentaire, leur pronom préféré, et ça, leur pronom préféré, et ça, c'est Donald Trump. Je suis sûr que la personne préférée de Moody sur la planète Terre. Donc Donald Trump arrive et dit, je sais comment je vais rendre l'Amérique grande à nouveau. Je vais augmenter les impôts parce que ça va le faire. Donc tout ce qui vient de Chine. Supposons que Trump impose un tarif de 100%, juste pour simplifier les calculs. Donc, ce produit qui allait chez Walmart coûtait 4,50 $, mais maintenant il coûte 9 $. Donc, Walmart doit facturer 10 $ à Moody. Ils font un petit écart appelé le profit. Donc, le problème, c'est que Moody gagne 100 $ par mois, supposons pour simplifier les calculs, et 90 $ partent en dépenses fixes. Juste d'accord. Il reste donc 10 $. Reste maintenant 6 $. Aller chez Walmart pour acheter d'autres choses dont Moody a besoin pour survivre, et donc il leur restait 4 $ à la fin du mois pour des revenus disponibles, faire des choses comme aller au cinéma, un autre bien ou service, dans ce cas vendu aux États-Unis. Ça a définitivement un impact. L'économie, eh bien, si Moody doit maintenant payer 10 $ à Walmart au lieu de 6 $, cela signifie qu'il n'y a plus de revenus disponibles. Aller au cinéma. Donc, il est absolument vrai que les prix augmentent ici, mais ils iraient probablement vers le bas, là-bas. Parce que tout ce que fait Moody, c'est simplement voler Pierre pour payer Paul. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se disent, d'accord, Georges, j'ai compris, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Eh bien, je suis content que vous ayez demandé. Revenons en arrière et supposons que 2025 ressemble à 2021 en termes de croissance de la masse monétaire. D'accord. Eh bien, vous allez avoir tellement d'unités monétaires qui vont affluer dans l'économie. Les employeurs vont pouvoir augmenter leurs prix et les employeurs
vont pouvoir payer leurs employés davantage. Donc, disons que l'employeur de Moody peut les payer 4 dollars supplémentaires. D'accord, donc maintenant ils peuvent toujours, disons qu'ils devraient leur payer 5 dollars de plus parce qu'AMC augmenterait aussi ses prix. Donc leur pouvoir d'achat est resté exactement le même. C'est juste que le niveau des biens de consommation, des services de consommation et des salaires ont tous augmenté au même niveau. Parce que vous avez simplement plus d'unités monétaires. Donc, si la masse monétaire est en fait en baisse ou stable, cela nous ramène directement à ce scénario que nous venons de décrire, où il est très difficile d'avoir une réaccélération des prix à la consommation, ce qui signifie que les prix augmentent à un rythme de plus en plus rapide. Alors, utilisons l'IPC comme un indicateur. Bien que je sache que ce n'est pas précis, nous l'utilisons juste comme un exemple. Dans une réaccélération de l'inflation, cet IPC passerait de 3 à 5, puis à 9, puis à 15. Si l'IPC reste à 3, oui, les prix augmentent, mais ils ne s'accélèrent pas. Ils n'augmentent pas à un rythme de plus en plus rapide. Si ce chiffre diminue, nous pourrions être dans un scénario des années 1930. Même avec des hausses de prix chez Walmart, les prix baissent ailleurs, entraînant une désinflation. Pétrole et déficit sous cet angle. Ou même si vous avez des tarifs et des augmentations de prix chez Walmart, les prix baissent à un degré si significatif partout ailleurs que, au total, vous avez en fait une désinflation supplémentaire, sinon une déflation pure et simple. Maintenant, examinons le pétrole et les déficits à travers ce prisme. Beaucoup de gens supposent que si le prix du pétrole atteint 100, 120 ou 150 dollars, cela va entraîner une inflation significative des prix à la consommation, ou même une réaccélération des prix à la consommation. Mais ce n'est pas vrai à cause de la dynamique dont nous avons parlé plus tôt. Si vous voulez une preuve, allons-y et affichons un graphique du pétrole et comparons cela à l'IPC. Aux États-Unis, la dernière fois que le pétrole a flambé, c'était autour de la crise financière mondiale. Alors, cela a-t-il conduit à l'inflation? Non, cela a en fait conduit à l'opposé. Cela a conduit à la déflation en 2009, parce que les gens devaient payer tellement cher pour l'essence de leur voiture qu'ils ne pouvaient pas payer leur hypothèque, ce qui a contribué à la crise financière mondiale. Ce n'était pas la cause, mais cela a évidemment aggravé le problème. Et qu'en est-il des déficits? Eh bien, juste parce que le gouvernement dépense de l'argent comme un marin ivre, cela ne signifie pas nécessairement qu'il augmente l'offre monétaire. Cela impliquerait la Réserve fédérale. La Fed ne joue pas le jeu. Plus d'infos, étape 2. Mais à moins que la Fed ne fasse, disons, un assouplissement quantitatif, ce que la trésorière, Janet Yellen, dans ce cas, fait, c'est qu'elle vend simplement cette dette gouvernementale. Donc, elle retire de l'argent de la circulation et le remet ensuite directement dans la circulation. Donc, en bilan net, il n'y a aucun changement dans cette métrique. Étape numéro 2. Maintenant, regardons ce que la Réserve fédérale a fait ainsi que les banquiers eux-mêmes, qui créent la majorité des unités monétaires en les prêtant dans l'existence. Nous avons déjà examiné un graphique de l'offre monétaire M2. Nous allons faire des allers-retours ici. Pour cette étape, je veux commencer par le bilan de la Fed. Donc, nous voyons qu'il a atteint son pic en 2022, juste autour de 9 trillions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes descendus à 6,8. Maintenant, c'est une énorme baisse. Donc, en fait, cela a un impact sur ce dont nous parlons dans l'étape numéro 1. Mais avant que j'explique cela, passons en revue quelques graphiques et voyons ce qui se passe avec le système bancaire en ce qui concerne le nombre de prêts qu'ils produisent, ce qui créerait des unités monétaires. Cela créerait ces unités monétaires poursuivant des biens et des services, ce qui aurait évidemment un certain impact sur les prix à la consommation. Donc, si nous regardons cela à travers le prisme des prêts et des baux, nous pouvons voir que depuis 2022, c'est positif, en hausse. Maintenant, ça commence un peu à se stabiliser.
Je dirais que c'est en dessous de la tendance, surtout si l'on remonte avant la crise financière mondiale, lorsque tout le système monétaire n'était pas cassé comme il l'est aujourd'hui. Mais c'est en dessous de la tendance. Mais encore, une fois, c'est un bilan net positif. Il y a plus de prêts et de baux aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans. Donc, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous gratter la tête et à dire d'accord, eh bien, comment ça fonctionne? Comment la masse monétaire M2 peut-elle être en baisse? Si les prêts et les baux, le montant du crédit bancaire, donc le nombre d'unités monétaires qui sont créées par les banques, sont en fait en hausse. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux prêts et aux baux. Regardons le crédit bancaire au total. Nous pouvons voir que c'est flatter. Ce n'est pas une augmentation énorme, mais c'est un léger positif. Donc, nous en sommes à 18 trillions maintenant. Appelons ça 17,2 ou 3 en 2022. Donc, le point que j'essaye d'illustrer, c'est que la Fed, qui fait un resserrement quantitatif, est la principale raison pour laquelle nous voyons moins d'unités monétaires. Il y a plus d'unités monétaires qui circulent à la recherche de biens et de services aujourd'hui qu'en 2022, parce que si ce n'était pas pour la Fed qui fait un resserrement quantitatif, alors nous verrions plus d'unités monétaires en fonction de ce qui se passe dans le système bancaire. Beaucoup d'entre vous se demandent probablement, d'accord, Georges, eh bien, comment le resserrement quantitatif impacte-t-il réellement M2? Et nous allons certainement aborder cela avec ma prédiction en ce qui concerne ce qui va se passer avec les prix à la consommation en 2025 en ce moment. Étape numéro 3. Maintenant, passons à la Fed. Comment elle impacte l'inflation, la désinflation, la déflation et bien sûr, comme nous venons de le dire, ma prédiction pour 2025. Commençons juste ici avec Jérôme Powell lui-même et la Réserve fédérale, leur bilan. Donc, Jérôme Powell a des actifs et des passifs. Supposons juste un instant, en ce moment, qu'il n'a qu'un seul actif et un seul passif. L'actif serait un trésor, le passif serait une réserve bancaire et supposons que les deux soient évalués à 100 $. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce trésor arrive à maturité aujourd'hui, en ce moment même, pendant que nous parlons. Donc, Janet Yellen va devoir à Jérôme Powell ce principal. Donc, Jérôme Powell commence à s'énerver un peu. Il regarde sa montre. Il dit « Hé, c'est déjà l'heure du déjeuner et je n'ai pas encore été payé. » Alors, yo, Obit, envoie les 100 $ dès que possible. How? Je déteste être dur avec Janet Yellen, mais elle a l'air de venir de la terre du milieu. Non. Quoi qu'il en soit, on va juste garder ça pour une vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Mais Janet Yellen dit « Oh mon Dieu, et c'est vrai, je dois 100 $ à Jérôme Powell. Que dois-je faire? Eh bien, je dois obtenir ça d'une entité non bancaire. Donc, je vais soit taxer le citoyen moyen, soit lui vendre un trésor. Le résultat net est toujours exactement le même. Et c'est qu'il y a 100 $ qui sortent du compte de Joe, ou mieux dit, son solde de compte est diminué de 100 $ s'il paie les impôts ou s'il achète un trésor au Hobbit. D'accord? Donc cela nous ramène au bilan. Et avant de passer rapidement par ce processus, je veux m'assurer que nous comprenons quelque chose de crucial. J'ai mis la clé juste ici. Cette réserve bancaire. Dans le compte courant de Janet Yellen, qui s'appelle le TGA, le compte général du Trésor, c'est une dette pour Jérôme Powell, mais c'est un actif pour Janet Yellen. Tout comme ça, 100 $ dans le compte de Joe est un actif pour Joe, mais c'est une dette pour sa banque. Supposons juste que ce soit Wells Fargo. Donc, quand Joe va acheter le trésor ou payer les impôts, son solde de compte est diminué
de descendre les 100 dollars. Et quand Janet Yellen paie Jérôme Powell, son solde de compte est diminué de $100. Alors, est-ce que Jérôme Powell augmente le côté actif de son bilan de $100? Non. Il réduit simplement ses dettes. Ses réserves bancaires disparaîtraient. Et comme nous l'avons dit au début, le trésor n'est plus là parce qu'il vient tout juste d'arriver à échéance et le Hobbit a remboursé sa dette à Jérôme Powell. Ce que nous venons de décrire était le processus de resserrement quantitatif. Et gardons à l'esprit l'offre monétaire M2, le nombre d'unités monétaires en circulation dans l'économie réelle vient de diminuer de $100, toutes choses étant égales par ailleurs. Wow, attends une minute, ce concept est tellement important. Je veux vous donner une petite illustration pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Quand vous payez une banque, vous ne leur donnez pas un actif, ils diminuent simplement une dette. Donc, que le processus implique la Fed ou juste vous, l'entité non bancaire. Et Bank of America, c'est toujours exactement la même chose. Donc, par exemple, disons que vous devez à votre banque $100, un paiement hypothécaire. OK, cool. Donc, vous prenez ces $100 et vous les donnez à votre banque. Maintenant, votre banque là. Maintenant, ce que la plupart des gens pensent, c'est que la banque, eh bien, oh mon Dieu, ces $100, c'est incroyable. Je vais juste aller mettre ça dans ma poche et maintenant, j'ai un actif supplémentaire de $100. Ce n'est pas ce qui se passe. Ici, vous retirez ces $100 de votre compte, vous les donnez à la banque et que font-ils? Ils prennent ces $100 et eux, boum, ils le jettent à la poubelle. En d'autres termes, vous ne payez pas. La banque, un actif, ils réduisent simplement juste le côté passif de leur bilan. C'est comme ça que vous payez une banque, pas par un actif, mais par une réduction du côté passif de leur bilan. Très, très, très important. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse. Et je vais vous donner ma prévision pour l'inflation en 2025. Alors, voici ce que je pense qui va se passer en 2025. Pas de certitude, juste des probabilités. Comme nous l'avons discuté plus tôt dans cette vidéo, nous voyons que le prêt est positif, représenté par cette flèche verte, mais le QT, flèche rouge qui descend, ce qui signifie qu'en net, M2 est à peu près stable. Donc, si nous devions nous débarrasser du QT, disons juste que la Fed appuie sur le bouton pause pour réduire la taille de son bilan. Et c'est là que mon opinion a légèrement changé. Nous verrions M augmenter avec les prêts bancaires, ce qui pourrait être un vent arrière pour l'inflation. Et ce n'est vraiment pas mon scénario de base parce que je pense que si la Fed met en pause le resserrement quantitatif, ce sera parce qu'ils font un assouplissement quantitatif. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bouton pause sur le bilan, du moins pas très longtemps. Donc, beaucoup d'entre vous doivent dire, Georges, c'est l'éléphant dans la pièce. La Fed va faire de l'assouplissement quantitatif et il y aura une grande inflation des prix, comme dans les années 1970, pas si vite. Parce que nous devons nous rappeler, si la Fed fait de l'assouplissement quantitatif à la suite d'une récession ou d'une contraction économique, que vont faire les banques? Eh bien, que feriez-vous? Si vous possédiez une banque, est-ce que vous prêteriez plus ou prêteriez-vous moins? Elle prêterait moins et je pense que cela compense l'augmentation que nous pourrions voir grâce à l'assouplissement quantitatif, nous ramenant directement à cette offre monétaire M2 qui reste stable. Maintenant, si nous avons un autre choc d'approvisionnement à cause de, oh, je ne sais pas, disons juste des tarifs, et si nous avons un énorme soutien fiscal du gouvernement,
ce que nous aurions probablement, augmentant la vitesse de circulation de l'argent, alors cela serait définitivement un vent arrière pour l'inflation. Et je devrais changer mon analyse de la façon dont l'offre monétaire impacte l'inflation pour inclure ces autres variables. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une échappatoire. Je vais vous donner des chiffres précis ici. Je pense que l'inflation mesurée par l'IPC, et nous savons que c'est bidon, mais nous l'utilisons juste comme un proxy, en 2025, sera dans une fourchette entre environ 2% et 4%, à moins que nous avons une récession, ce qui est très probable. Et puis, je dirais que l'inflation en 2025 pourrait descendre en dessous de peut-être même négatif, comme nous l'avons vu au deuxième ou troisième trimestre de 2009, selon la gravité de la contraction économique. Mais en fin de compte, si les chaînes d'approvisionnement mondiales restent telles qu'elles sont actuellement, et si les dépenses publiques déficitaires restent au même niveau, disons juste 6%, 7% du PIB, je dirais qu'en l'absence de récession, nous allons nous situer entre 2% et 4% sur l'IPC pour 2025. Salut les gars, je veux inviter chacun d'entre vous à passer du temps avec moi pour mon anniversaire. Ça arrive très bientôt et je vais organiser une conférence virtuelle, gratuite. Je parlais à quelques-uns de mes bons amis de ce qu'ils pensent qui va se passer en 2025. Je vais parler à Kenny McElroy de l'immobilier, à Brent Johnson du macroéconomie mondiale et du dollar, et à Joseph Wong des sujets dont nous avons parlé ici. Je suis sûr qu'on va parler de Jerome Powell et de la Hobbit elle-même. Et je vais parler à Chris McIntosh de les matières premières et ce qu'il voit sont les plus grandes opportunités d'investissement pour l'année prochaine. Donc, c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Vous pouvez vous inscrire sur georgegamon.com/anniversaire. Vous suffit de mettre votre email. Nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez assister au live. Et si vous ne pouvez pas être là, pas de souci. Ce lien vous donnera accès à la rediffusion. Alors, assurez-vous d'aller sur georgegamon.com, anniversaire/. En ce moment, inscrivez-vous pour cette incroyable conférence virtuelle et je vous verrai le jour de mon anniversaire.